Bonjour à tous, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission qui laisse place à la réflexion, donc comme son nom l'intitule. Comme à chaque fois, nous essayons de vous faire ramener des invités qui, je pense, qui pourront vous apporter un supplément de réflexion, d'analyse et pourquoi pas de compréhension sur notre éducation, notre culture et sur notre monde qui nous entoure de manière générale. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Mawete. Donc il va se présenter auprès de vous pour que vous sachiez ce qu'il a fait, qui il est, et comme ça on pourra rentrer comme à chaque fois au cœur de notre émission. Bonjour professeur. Bonjour. Donc merci de nous avoir accueillis chez vous. Donc le cadre il est un peu différent aujourd'hui que d'habitude. Donc c'est vraiment un plaisir de votre accueil, d'avoir donné de votre temps pour notre émission aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit aux personnes qui vont nous regarder, est-ce que vous pouvez prendre quelques instants pour vous présenter, pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes et ce que vous avez pu déjà faire jusqu'à présent? Ah, bon, donc mavete makisosila nanga ne Congo. Euh, j'ai appris plusieurs métiers universitaires et je suis éditeur, hein, donc j'ai fondé une maison d'édition, Pyramide Papyrus Press. J'ai fondé aussi les laboratoires d'anthropologie de la Renaissance africaine. Et donc j'aborde toutes les questions qui concernent l'Afrique et sa diaspora. J'ai aussi écrit plusieurs ouvrages, dont Dieu, ma mère, Matriarcat et féminisme, Loupeta, dont le sous-titre est La dot n'est pas une transaction matérielle. J'ai écrit aussi La prophétie qui tue, Les Kikongo, langue mère, et qu'a-t-il fait afin que ton chef d'État échoue? Et puis, l'année dernière, concept parfait des langues bantoues et les incidences linguistiques, les contresens linguistiques. Voilà un peu, donc, très brièvement. Mais j'enseigne, commencé à enseigner il y a exactement une cinquantaine d'années cette année. Ok, Voilà, donc le 15 mars, ça va faire 50 ans que j'enseigne. ok. Je pense Voilà. que on manquera pas de vous souhaiter un bon anniversaire en ce moment-là parce que d'après les ouvrages que vous avez cités, donc les apports, donc à chaque fois que j'entendais, ce sont vraiment des apports qui est utile même aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Donc je sais pas combien de temps on va prendre pour essayer de développer ce que le professeur aura à nous dire, que ça soit aujourd'hui ou dans les prochaines fois. Mais en tout cas, ce sont des sujets qui m'inspirent déjà beaucoup sur le peu que j'ai entendu. Donc, professeur, vous avez beaucoup étudié la société d'après les thématiques des ouvrages que vous avez cités. Il y en a un qui me résonne à l'oreille plus particulièrement, La prophétie qui tue. Mais je ne vais pas forcément rentrer dessus aujourd'hui. Ça sera sûrement à développer par la suite. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à bientôt 50 ans à enseigner? Quel est le parcours? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé Bon, alors, en fait, ma carrière commence, nous étions dans les années, au début des années 70, c'était la pleine période de la guerre de libération, armée de libération de l'Angola. Et donc, à cette époque, à Kinshasa, les partis dans lesquels militaient mes parents depuis l'enfance, c'était les FNLA. Et donc, les FNLA a voulu a créé une école qu'on appelait complexe scolaire du 15 mars. Et dans cette école, il y avait un besoin d'enseignants. Et ils ont choisi un groupe de 5 jeunes qui, qui étaient vraiment connus pour leur respect avec les vieux.
Hein, nous, on était toujours dans les mains des vieux qui nous apprenaient et tout ça. Et nous étions toujours, comment je veux dire, nous vivions comme les prêtres, c'est des moines. Donc tout le temps, on lisait, on passait notre temps à lire. Et donc, on nous a fait un essai, parce que l'UNESCO aussi voulait les PNUD soutenir l'école. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je commençais à enseigner les sciences naturelles. J'ai enseigné les sciences naturelles dans cette école, donc complexe scolaire du 15 mars. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, aujourd'hui, je travaille beaucoup, j'étudie la société. Parce que depuis ces années-là, la guerre de libération, donc j'ai eu la chance de connaître la colonisation portugaise, de connaître la colonisation belge, et après, j'ai connu aussi la colonisation française. Donc, les styles de colonisation, la mentalité des peuples qui vivent dans chaque type de colonisation, c'est très important. Chaque type de colonisation a donné un type de colonisés. Et surtout les problèmes des élites. Et donc, dans les temps qui ont suivi, lorsque je suis venu m'installer en Europe, non, mais je me suis rendu vraiment compte que, c'est-à-dire, il y a les colonisés belges, il y a les colonisés français, il y a les colonisés. Les gens n'avaient pas encore quitté ces situations-là. Mais tout le monde se plaint. Oui, les chefs d'État sont mauvais, ça va mal parce que... Il y a même des gens qui disent, non, ça va mal parce que nos grands-parents ont commis des péchés. Et tout ça, nos grands-pères, nos ancêtres, et tout ça. Donc, tout ça sont des problèmes. Et puis, il y a les problèmes que nous, on n'a pas... Dans notre enfance, on n'a pas connu l'égoïsme, on n'a pas connu la misère. Bon, il y avait les pauvres, mais il y avait une très grande solidarité. Je vais donner un exemple. On va à l'église, à l'époque, je suis mes parents, et puis, en rentrant le soir, le père me dit, bon, prends ce paquet-là, va laisser à papa tel. Je pars, je laisse le paquet, mais je ne lui demande pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, bon, un moment, il cause avec maman, il dit, ah, bon, tu sais, les chaussures telles que j'avais achetées étaient là, c'est ce que j'ai donné à papa tel. Mais maman ne dit rien, il dit, ah, après, elle dit, oui, tu as bien fait. Mais moi, enfant, je me suis rendu compte que ce papa-là est venu avec des chaussures trouées. Donc mon père ne reproche pas à ce papa-là de manquer. Il comble ces vides-là. Lorsque j'amène tout ça, la semaine qui a suivi, puisque avant d'emballer, moi je connaissais ces chaussures, je les ai vues sous les pieds de ces papas-là. J'ai compris. Un autre exemple, papa est en train de construire notre maison. Et puis ses amis sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont partis. La semaine qui a suivi, papa n'est pas là, il y a un camion qui arrive avec du sable. Avec du sable. Et puis, quelques jours après, il y a quelqu'un qui arrive avec des sacs de ciment. Donc j'ai vécu ces choses-là. Et notre père nous dit que, vous voyez, comment vous devez être quand vous serez à votre tour des adultes. Oui, ils sont venus, ils savent que je dois terminer la maison. Chacun a apporté ce qu'il avait dans les mains. Un sac de ciment, du sable, l'autre des tôles, un autre a amené du bois. Oui, donc avant même que lui il parte acheter, les gens, chacun pensait que dans ce qu'il peut donner, il a donné. Je reprends un autre exemple. À cette époque,
beaucoup de mes grands-parents étaient commerçants à Kinshasa et c'était des gens qui avaient les moyens. Mais lorsqu'il y a un problème, par exemple une naissance, par exemple un mariage, par exemple un décès chez ses grands-parents, un de ses grands-parents, tout le monde venait cotiser. Ils appelaient ça matanga, tout le monde venait cotiser. Plus tard, je veux comprendre que non, même si tu as beaucoup de moyens, tu ne peux pas refuser les moyens que les plus démunis on fait le geste d'apporter. Voilà. Donc, il y a des règles de solidarité et ici, toutes ces règles sont cassées. Et je vais vous dire, même dans la série de mes ouvrages, il y a désir de solitude, des célibats de longue durée et des monoparentalités. Okay. Je vois que ceux qui sont mariés se fréquentent entre ceux qui sont mariés. Ceux qui sont célibataires se fréquentent entre ceux qui sont célibataires. Ceux qui vont à l'église catholique se fréquentent entre catholiques. Ceux qui vont dans les églises de réveil se fréquentent entre eux, et ainsi de suite. Je vois aussi que, à un moment, les femmes obéissent plus, et même les enfants obéissent plus à leur pasteur qu'à leur mari. Ça, ce sont les vrais problèmes. Et donc, après, je dis, non, il y a des problèmes au pays, mais pourquoi? Je me rends compte que non. À l'époque où nous étions dans les partis uniques, nous étions un peuple. Dès que nous sommes entrés dans la démocratie, comme on dit, nous sommes devenus divers peuples. C'est-à-dire que les gens recherchent toujours quelque chose pour soit discriminer ou s'exclure. Et donc, ça donne des pays ingérables. Excusez-moi, professeur, hein, je ne vous coupe pas du tout. C'est parce que le temps que vous avez donné ces exemples avec tous ces éléments, ça, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut déjà développer un tout petit peu pour que ça soit très compréhensible pour les personnes qui nous suivent, parce que c'est très 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 intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, je fais un petit récapitulatif, mais sans que ça en soit une, parce qu'on va continuer. Donc, professeur, là où vous êtes là, restez exactement là où vous êtes, parce qu'on va rentrer encore un peu plus en profondeur. Donc, ce que j'ai compris déjà sur ce que vous avez dit, c'est que vous aviez déjà ce don, parce que vous avez cité qu'il y avait 5 personnes, parce qu'il y avait un manque, et ils ont, voilà, parmi, je pense pas que vous étiez que 5 jeunes dans votre lieu d'habitation, il y en avait beaucoup plus. Mais si vous êtes parti des 5, c'est que vous aviez déjà cette curiosité, donc les anciens avec qui vous étiez en train de vivre, ils ont déjà décelé cette faculté que vous avez déjà auprès de vous. Donc c'est pour ça aussi, quand vous êtes en train d'analyser l'évolution que ça soit sur la colonie belge, française, etc., c'est que vous avez aussi l'œil pour observer ces éléments. Donc, ça a été une continuité, en fait. Donc, c'est ce qui définit un petit peu votre œuvre jusqu'à présent, parce que ça devait être un don naturel que vous aviez. Vous avez parlé des faits d'exclure, parce que vous avez parlé, les célibataires sont entre célibataires, les mariés sont entre mariés, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez une origine à tout ça? Est-ce que vous pouvez mettre le point de départ de ce qui fait qu'on est passé du parti unique au multiparti, et du fait que même l'exemple que vous avez donné sur votre papa et les cadeaux, c'est de l'observation. Je pense pas que c'est tous les enfants qui auraient pu avoir cette lucidité d'observer que c'est comme ça que ça se transmet, c'est comme ça que le papa, au lieu de pointer le manque de son voisin, mais il rajoute plutôt là où ça manque. Donc tout ça, c'est de l'observation. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents, eux, ils avaient cette facilité ou cette compréhension de la vie sociale pour que ça fonctionne comme ça et que vous ne vous sentez pas privé. Parce que vous avez dit à un moment donné qu'il y a des pauvres, mais c'était pas ressenti de la même manière. Alors qu'aujourd'hui, on est loin de cette logique-là. Aujourd'hui, de nos jours, s'il y a une personne qui doit donner quelque chose à manger, on suspecte tout de suite la personne de sorcellerie ou autre. Donc,
à quel moment il y a eu ce mouvement de bascule? Bon, il y a un élément fondamental dont je n'ai pas parlé dans ma biographie, c'est que j'ai appris à lire, à écrire en Kikongo. Alors, l'aventure, c'est que mon père, lorsque mon père a commencé à m'apprendre à lire, à écrire, et il m'apprenait en portugais. En ce moment-là, on est en Angola. Il apprenait en portugais, il m'apprenait en français, il m'apprenait en Lingala et en Kikongo, parce que papa était polyglotte, un grand polyglotte, il parlait même Chiluba. Et si je rate un exercice, mon papa me tapait, mais comme si j'avais... Un jour, vraiment, je vais donner ce témoignage jusqu'à son terme. Il peut être 5-6 fois que j'ai pris cet exemple. L'oncle de ma mère était quelqu'un de très connu. Hein. Jeune, il était quelqu'un qui savait se battre. Il vient, il dit à ma mère, dis à ton mari, la prochaine fois qu'il va taper cet enfant, il aura affaire à moi. Et la nouvelle est arrivée chez l'oncle de mon père. L'oncle de mon père était dans les 80 ans à cette époque. Et c'est des gens, je les vus dans les photos avec tout ça. Ce sont les premiers missionnaires qui sont arrivés au Congo, avec les Livingstone et tout ça. J'ai vu mon grand-père dans la photo comme ça. Et il a connu des grands missionnaires comme Bentley, qui a écrit les livres, les premiers dictionnaires et grammaire de Kikongo. Okay. Donc, le grand-père a pris les relais. Il a dit à mon père, tu n'enseigneras plus cet enfant. Donc, pendant tout ça, le grand-père a commencé à m'apprendre à lire et écrire. Mais je voudrais ajouter que pendant toute notre enfance, nous, les vieux, c'était vraiment l'école. Parce que les matins, on va s'asseoir devant les vieux, on les sert, on satisfait leurs besoins de les rapporter à manger. Mais quand c'est fini, la nuit, les vieux, ils nous prenaient en charge. Donc, ils nous montraient, vous voyez, ce que vous voyez là, la nuit là, on l'appelle comment? Tout ça. Alors, ils nous expliquent que la Lune, par exemple, a 4 phases, et à tel moment, et comme ça. Bon. Donc, c'est le calendrier. Mais pourquoi la Lune est comme ça? Pourquoi il fait jour? Pourquoi il fait nuit? Pourquoi il y a les matins et il y a les soirs? Pourquoi à midi, quand le soleil est sur nos têtes, hein, il ne dit pas midi, mais en tout cas, quand le soleil est sur la tête, et toutes ces choses-là, nous, on les a apprises. Après, j'ai commencé à les étudier à l'école. Bon, j'ai rié. Pour nous, c'était déjà... ça fait partie, la science et la technique font partie de la culture populaire. Donc, il faut savoir qu'il y a la Lune, qu'il y aura la pleine Lune, qu'il y aura... En pleine lune, pendant la période de pleine Lune, il y a telle chose qui peut se passer. Dans les mouvements du soleil, pourquoi il pleut, et tout ça. Et puis, il nous explique aussi les noms. Par exemple, pourquoi on dit les Congo, pourquoi on dit à Congo, toutes ces choses-là vont venir et tout ça. Donc, après la 3e année primaire, ces 3 ans-là, je suis entré à l'école directement en 2e année primaire. Parce que les choses qu'on fait à maternelle et tout ça, je les connaissais déjà, les enseignants savaient que bon, ça servait à rien, donc j'irai à l'école pour m'ennuyer. Et bon, tout ça, mais on a eu, donc je voudrais ajouter un élément. Je remercie à cette occasion toutes les personnes que j'ai eues comme enseignants, parce que nous, on les appelait même messieurs et madame. Et parfois, on partait passer les vacances chez nos maîtres. Parce que c'était nos maîtres et nos maîtresses, c'était nos parents. Nous étions leurs enfants, vraiment leurs enfants. Vous voyez, vous partez passer les vacances chez votre moniteur et à la fin des vacances, c'est lui qui prend en charge les élèves. Non, la rentrée scolaire. Donc, il vous achète les habits, il vous achète les cahiers et tout ça.
Donc, on a vécu vraiment de ces choses que vous ne vivrez. Je ne sais pas si ça existe encore, les enseignants comme ça. Donc, c'est très important de le dire et pour après comprendre pourquoi et tout ça. Parce qu'après, il commence à vous dire, vous devez devenir intelligent et me dépasser. Et donc, sur le principe, il dit, alonganga mwana mbanzu mpova makinu et bingana. Il dit, on enseigne un enfant par la maîtrise de la parole, de la pensée, la maîtrise de la parole, par la danse et par la maîtrise des théorèmes. D'ailleurs, au sujet des théorèmes, il dit Tanga Kingana, Bangula Kingana. Donc, il vous dit lis les théorèmes et interprète-les. Vous voyez, donc il y a un cheminement pédagogique qui fait que pendant que nous grandissons, d'année en année, en tout cas au moins 7 à 8 ans, de manière suivie, ce sont les grands-parents qui ont l'enfant. Hein, nous étions dans les mains, tout ça. Ils nous donnent tout ce dont nous avons besoin pour devenir des hommes. Parce qu'on est enfant, mais on devient un homme. Cela ne veut pas dire que l'enfant n'est pas un être humain. Mais la mentalité, ce qui va faire la façon dont on va vivre au sein de la société, d'abord au sein de la famille. Alors, nous, dans les structures sociales élémentaires, nous avons l'umbu, la maison. Après, nous avons la suite, nous avons les kanda, la famille. Mais quand on connaît les kanda, après on devient, il y a les nkangu, le peuple. Vous voyez, donc nous comprenons toutes ces structures. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un, il va te dire, ah, mon cousin tel, ma cousine telle, mon oncle tel. Bon. Oui, toutes ces choses-là, on te forme pour savoir qu'est-ce qu'un oncle, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère. Donc, en dehors de notre mère, nous avons des gens que nous appelons maman. Maman Kouloutou, maman Leki. Ça veut dire que maman, l'aîné de ma mère, la cadette de ma mère, sont les mamans. Mais du côté de mon père, les sœurs de mon père sont mes tantes. D'accord? D'ailleurs, on dit Tatan Kento. C'est-à-dire que père femelle. Ok. D'accord? Tata Moissi. Tata Moissi. Maintenant, les frères du père ne sont pas les oncles. Ce sont les pères. Vous voyez comment les relations sont modifiées. Donc là, on vous forme déjà sociologiquement. Vous avez les mots. Peut-être après les interprétations, non. Mais vous savez que tel, quand on dit oncle, ça ne peut être que les frères de la mère. Bon, frères, et puis ce qu'on appelle ici maintenant les cousins, tout ça. Donc, mais en tout cas, quelqu'un dont les liens avec la maman sont bien établis. Sont les liens, les fraternités. D'accord? Voilà comment on se prépare à la sociologie, parce que la terminologie de la vie quotidienne chez nous, hein, dedans, vous avez les sciences, vous avez les techniques. Et puis, vous avez les pratiques sociales. Parce qu'on va, par exemple, dire, on avait ce sujet-là il y a quelques mois ici, j'ai dit, ah, on ne dit pas à quelqu'un, ah, celui-là est mauvais. D'accord? On dit, ah, celui-là, il a un mauvais comportement. Esprit Mabé. Non, Mabé, ça n'existe pas. Ça, ce sont les prêtres qui ont amené ça. Non, Mabé, Mbi, et tout, ça, non, non. C'est à ces gens le problème qu'on va venir si les temps nous les permet pour faire ce développement. Donc, voilà, c'est très important de savoir que
avoir appris à lire, à écrire dans la langue maternelle m'a donné une vision qui est, je vais dire, en situation de choc de culture. C'est lorsque je commence à apprendre en français, en portugais, c'est autre chose. Hein? Ce qu'on appelle les liens avec les parents, les liens avec les parentés, donc avec les frères, les sœurs, les liens avec la communauté, les liens, par exemple, moi je suis enfant, on est en train de pleurer, et puis la maman qui est dans la parcelle à côté dit, mais Marie, mais pourquoi moi Nazolé là-bas? Pourquoi l'enfant pleure comme ça? Hein? Il dit, je ne sais pas et tout ça. Ah, viens, elle vient. Viens, papa, viens. Et la maman, la voisine, prend l'enfant, va avec tout ça, lui donne même les seins. Mais si tu as plus ses seins, tu es son enfant. D'accord? Quand tu as pris les seins de quelqu'un, donc elle fait ça, maman n'est pas fâchée, parce qu'elle a le temps de s'occuper d'autre chose. L'autre maman la décharge. Il s'occupe jusqu'à ce que te donne à manger, à boire, te lave même. Et puis, voilà, te met au lit pour faire la sieste. Bon. Donc, l'enfant appartient totalement à la communauté. La notion de famille, là, et tout ça. Aujourd'hui, on dit couple et tout ça. Et j'ai dit aux gens que le terme couple n'existe pas. Ça choque. J'ai dit aux gens que le terme femme n'existe pas. Ça choque. J'ai dit le terme... Vous voyez, bon, maintenant nous sommes en train de faire un forcing pour créer ce terme-là dans nos langues. Mais c'est faux. Beaucoup de termes que nous utilisons les sens qui ne sont pas bons. Je vais prendre un exemple, parce que nous sommes dans une civilisation matérialiste aujourd'hui. Quand on dit mbongo aux gens, mbongo c'est argent, mais non, mbongo c'est ressources. C'est une ribo qui est monnaie. Vous voyez, donc, pour ça, je vais donner un autre exemple qui choque d'ailleurs de tous les jours, Kindoki. Oh, ils ont Kindoki. Bon, Kindoki, en fait, Kindoki c'est science. Kindoki c'est scientifique. Vous voyez les sens que ça a pris. Beaucoup de sens péjoratifs. Donc, ça nécessite que nous, Africains, on explique dans notre contexte que les sorciers, ça dit, c'est les scientifiques. Les Kindoki, c'est la science. Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un que, bon, est-ce qu'il y a la science chez vous? On pose même la question, hein. Ah, Bissot, parce que tous les techniques, c'est parce qu'on n'a pas de science et tout cela. Bon, donc, il y a tellement de choses à clarifier. Vous voyez? Il y a tellement de choses à clarifier. Mais c'était important que les gens sachent comment on forme un intellectuel chez nous. Il doit maîtriser au moins, par rapport à la science occidentale, au moins 12 matières. Pour être respecté, parce que les vieux, ils faisaient les mathématiques, ils vous font très très bien les mathématiques. Ils vous font la grammaire correctement. Ils vous font le travail de sémantique correctement. Vous voyez, ils ont des méthodes pour te montrer. Ils te montrent, par exemple, les problèmes du calendrier. Tu ne peux pas avoir 12 ans passés, tu ne connais pas ce que c'est le calendrier. Tu dois connaître le calendrier, comment on compte les jours, pourquoi les jours sont comme ça, et pourquoi les jours et les nuits, comment la maman tombe enceinte, et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on apprend à la maison. Alors, lorsque il y a une petite gêne, hein, je ne peux pas citer les parties de mon corps avec mon père et ma mère. Par contre, ma grand-mère ou mon grand-père peut me les citer. Mon oncle, donc le frère de ma mère. Puisque je suis héritier, je suis le fils du frère de ma mère. Vous voyez, en termes, par exemple, l'héritage. Je suis héritier
de l'oncle de ma mère. Mhm. Ici, on te dit, oui, mes enfants doivent hériter avant et tout ça. Moi, je fais mes enfants, et aussi, ils ont leur père, oui. Mais toi, tu as été le neveu de quelqu'un. Quand tu étais petit, il y a ton oncle qui donnait plus d'argent pour ton école que ton père. Non, parce que les règles sont comme ça. Mais lorsque les référentiels changent, maintenant, on appartient au père. On prend même son nom. Vous voyez, par exemple, moi, je n'ai pas le nom de mon père. D'accord? Je n'ai pas le nom de ma mère. Mais j'appartiens à la lignée de ma mère. D'accord? Parce que les noms et les postes-noms doivent être donnés à chacun. À chacun. Parce que les noms et les postes, les noms donnent le destin. Donc, je ne peux pas avoir le même destin que mon père ou ma mère. Par contre, je peux avoir le même destin que mon grand-père parce qu'on m'a donné les noms. Et c'est ce qu'on dit chez nous, relever, kotombola, tumbula. Vous voyez, honorer les noms de quelqu'un. Je donne les noms de mon voisin parce que le voisin, c'est quelqu'un de respectable et qui a fait tal. Donc, chacun était relevable à l'autre. Tout petit, nous, lorsque tel et tel s'est disputé, nous, bon, moi je savais déjà faire les kinzondi, c'est-à-dire... intermédiaire? Non, c'est pas intermédiaire, hein. C'est des juristes. C'est des gens chargés d'aller régler, c'est-à-dire, pas seulement les conflits, mais d'être les maîtres, les conciliabules. Si nous traitons un problème, hein, il y a des gens qu'on commence à préparer pour venir parler. Lorsqu'il y aura un problème, lorsqu'il y aura un décès, lorsqu'il y aura un mariage. En fait, chaque fois que les gens voudraient se réunir pour résoudre un problème. Et on commence à nous former à ces choses-là. Vous voyez, donc, ça, plus ce que nous allons maintenant avoir par rapport à l'école occidentale, ça fait beaucoup. Et pour en terminer sur la prophétie que tu, dans les études que j'ai menées, j'ai vu ici que la religion pose un très grand problème qui bloque notre épanouissement social. Parce que la religion sépare. C'est-à-dire que la prophétie que tu as pour sous-titre « Le Seigneur m'a relevé que ton mari ou ta femme n'est pas fait pour toi. » Donc, tu quittes les maris avec qui tu as lui fait beaucoup d'enfants ou la femme avec qui tu as fait des enfants parce que le pasteur a fait une prophétie selon laquelle Dieu l'a inspiré que la femme avec qui tu es depuis 20 ans, 30 ans ou vice-versa n'est pas à toi. Donc, c'est une expérience que j'ai beaucoup étudiée, que je continue à étudier jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. Ok. Professeur, merci une nouvelle fois. Je vais revenir encore sur les propos que vous avez pu nous dire déjà jusqu'à présent. Oui. Il y a déjà le terme, ça va me revenir, hein, ça m'est échappé. Mais déjà, je reviens sur la partie où vous avez dit longa ou bien longo, et qui correspondait à la maison. Lombo. Lombo, oui. Maison. Parce que longo, ça correspond au mariage. Ah. Donc, maison. Après la maison, on avait la famille. Et après la famille, on avait la population. Sont les structures. Voilà. C'est pour cela que dans mes travaux, j'ai remis en doute les notions comme la façon dont on définit la famille. Nous, il y a une structure avant ce qu'on appelle famille ici. Il y a une structure qui est avant. Dans l'Égyptien ancien, hein, d'ailleurs, quand on parle des pharaons, en fait, ça vient de Péré, Lupangu. Okay. La parcelle que vous avez, hein, c'est le domaine, hein, ou la cour. Vous voyez, ça se dit d'ailleurs, surtout les Ivoiriens, nos frères ivoiriens et tout ça, ils disent souvent, oh, je suis parti chez... Vous voyez, dire chez les, on dit la cour. Bon, donc, ça commence là, la notion du couple
dans les longs mariages, du sens où tu as la femme, les maris, puis les enfants qui vont naître, ça chez nous, ça ne fait pas une famille. Non, non, je vous écoute. Oui. Donc, je pars, j'ai dit Lumbu, je vais dans les domaines. Et non, c'est très pensé, très bien pensé. Donc, vous avez un terrain, ce que nous appelons maintenant le Pangu, bien le Pangu à Lingala. Et là, il y a les gens qui ne sont pas directement liés de sang. Alors, les liens. Les liens que nous avons, nous avons un lien par rapport au ventre de la mère. Nous avons un lien par rapport au sein de la mère. Nous avons un lien par rapport au sang du père et de la mère. Nous avons un lien par rapport au sperme du père. Nous avons un lien par rapport à la terre. Nous avons un lien par rapport à la langue. Tout cet ensemble-là fait que l'individu va être formé par ces ensembles de liens. Donc à l'église, on dit couper les liens, tout ça. J'ai dit, les pasteurs, t'es menteur. Tu ne peux pas couper les liens. D'ailleurs, on a ça, la mélanine, hein, la couleur de notre peau, c'est un lien. D'accord? Alors dis-moi comment vous faites pour enlever ça. Parce que même ceux qui ont cherché à s'éteindre la peau ne sont pas arrivés. Donc, on constitue dans l'éducation les bases qu'on donne, on donne les matériaux. Tout n'est pas expliqué encore. C'est pour ça que nous faisons de la recherche. Mais on te donne les termes qui correspondent aux faits propres à notre société. C'est-à-dire, moi je dis ceci, lorsque on veut étudier une société, on fait d'abord deux choses. On cherche les noms de Dieu dans leur langue. Maintenant, à partir de les noms, on étudie les représentants, comment les gens se représentent Dieu. On cherche les noms de l'homme, mais comment les gens se représentent l'homme. Donc, une fois qu'on a ces choses-là, on peut maintenant commencer à faire les détails. Bon, maintenant, effectivement, il est impossible dans le concept parfait des langues bantoues, j'ai fait exprès. Parce que chaque famille linguistique a ses concepts parfaits. Quand tu dis à quelqu'un la démocratie et tout ça, bon, tu vas à la télévision, tu parles que voilà, tu démocratiser Mboka, des choses comme ça. Je dis, bon, il n'est pas encore en train de parler. Pourquoi? Parce que sur 10 millions d'habitants, même sur 100 personnes qui ont la télévision qui ont entendu, personne n'a compris. Parce que les mots-clés, les mots importants dans le discours, c'est les mots démocratie. Mais ce terme, il est imparfait parce qu'il est intraduisible dans la langue locale, mais comme on ne peut pas tout ça, on ne peut pas le transférer. Je parle de frontières linguistiques infranchissables. Parce que ça aussi, au niveau de la pensée, ça va être la même chose. Je ne peux pas penser des problèmes comme féminisme. Je ne peux pas les penser puisque la femme n'existe pas. Et ces sujets aujourd'hui, ça divise la communauté. Je dis aux gens, c'est un mensonge. Puisque les termes femmes n'existent pas, tu ne peux pas aboutir au féminisme puisque les termes femmes n'existent pas. Professeur, là, je sens que vous êtes en train de toucher un sujet chaud. Ça, je vais le laisser pour la prochaine mission, bien la prochaine séance qu'on va avoir. Juste pour revenir un petit peu en arrière, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme Longo. Non, pas longo. Théorème. Théorème, oui. Voilà, théorème. Qu'est-ce que vous vouliez dire par le mot théorème? Parce que pour vous, ça vous a semblé logique et clair, mais pour les personnes qui nous suivent, peut-être que ça leur parle. Parce que vous avez un exemple pour nous faire visionner, imager
le terme, le théorème que vous avez utilisé tout à l'heure? Voilà, par exemple, je fais ça. Muika, kawai que mon banzako, manzako, quand Wambuta Diakio. Je fais le théorème. Il dit que les poils ne poussent pas sous la paume de la main. Ce sont les ancêtres qui l'ont dit, qui l'ont décidé, qui l'ont prescrit. Il n'y a pas de poils sous la paume de la main. Ça, c'est un théorème. Ok, donc du coup... Donc, le terme théorème ne doit pas s'appliquer qu'aux mathématiques. Nous, on dit Bingana. D'ailleurs, le terme Ngana même, lui-même donne aussi Seigneur, pour dire Seigneur. C'est des principes indiscutables, arrivés puisque c'est la longue expérience sociale et historique qui permet d'aboutir à un théorème. Ce n'est pas le travail de recherche d'un individu. Sur ce, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas de savants et inventeurs. Non, nous les avons. Mais comme tout est lié sur la communauté, hein, c'est-à-dire, lorsque je fais quelque chose, je le fais pour que la communauté, hein, que ce soit un bien de la communauté. Je suis moi-même un bien de la communauté. C'est-à-dire qu'à l'âge où nous sommes arrivés, nous, hein, il y aurait des enfants qui viennent laver mes habits, repasser, tout ça, apporter à manger. Non, pour le dire que les Maghrébins qui sont ici m'amènent à manger. Hein? Le propriétaire de la maison, quand il ne m'a pas vu aujourd'hui, il a voyagé. Il est à l'étranger, mais lorsqu'il a téléphoné, il a demandé aussi des nouvelles. Mais ça, la femme lui dit qu'il ne m'a pas vu. Il dit appelle pour savoir s'il va bien. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, ça fait partie de notre culture et de notre civilisation. Lorsque nous perdons toutes ces règles-là, après on ne se retrouve pas. C'est-à-dire que, je dis ceci, une mère mal éduquée, c'est une femme. J'ai distingué, d'ailleurs, femme, dans mon livre, dans Dieu, ma mère, j'ai distingué femme et mère. À cause de ça. Les matriarcats, dans notre langue, Bungudi, hein, en lingala, on dira Boboto. La bonté, hein, ou la maternité, c'est ça qui fait les matriarcats. On ne peut pas définir ça en langue européenne. Donc, si je comprends bien, toute civilisation ou toute culture ou toute création commence par la pensée. Et la pensée, pour bien la traduire, il faut la traduire dans sa culture, dans sa langue locale. Sinon, elle est forcément détournée de sa valeur propre de départ. Tout à fait. Alors, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, quand on dit Mbanza chez nous, ça veut dire une agglomération ou une grande ville. Mais il y a un principe qui existe dans nos langues qui n'existe pas en langue européenne. Comme quoi, par exemple? Vilu-vilu, c'est un principe de symétrie. J'ai pris Mbanza, je l'ai retourné, ça me donne Nzamba. Et Nzamba, ça veut dire mastodonte. L'éléphant, hein, l'éléphant, hein, quelque chose de grand. Et dans cette même série, sur les mêmes champs sématiques, vous avez Mbanzu, donc la pensée. Vous voyez, la pensée, c'est, comment je vais dire, c'est un accès à la connaissance de l'univers, de la nature et tout ça. Et les concepts, hein, Mbanzu, concepts. Et ça, une telle définition, par exemple, en langue européenne aussi, le terme concept veut dire qui contient. Hein, donc, mais nous, c'est clair, l'enfant qu'on dit, où vas-tu? Je vais dans l'agglomération, dans la grande cité. Maintenant, s'il n'a pas fait des études, il sait dire que je vais dans la grande cité, il sait que Mbanza, dans son esprit, ce ne sera pas autre chose, une grande cité. Quand on dit Nzaou, pour dire aussi éléphant, tu vois, il y a
toujours les termes Nza qui voudraient dire l'immensité. D'accord? Et chaque fois que tu vas retrouver tout ça. Et puis au niveau des énergies, parce que il y a les vibrations et tout ça, on commence par les Mba, qui est aussi une force. Hein? Donc nous avons une série de termes pour dire l'énergie. Mba, Nga, par exemple quand on dit Ngai, c'est Ankh. Ok. Donc là, entre guillemets, le concept Le concept de la vie lui-même. Hein? Il te dit Inga. D'accord? Je suis l'énergie. Mais ça, il faut chercher pour savoir, mais pourquoi ils appellent ça Inga? Voilà, nous c'est juste Inga. Voilà, on attend toujours ça sans pour autant forcer. Même, je vais te donner un autre exemple. Tu prends un aliment chez nous qui s'appelle Ngai Ngai. Donc Ngai étant la vie, vie, ou bien énergie. Mais il faut, maintenant, après avoir réussi dans l'éducation les termes, il faut que plus l'âge avance, plus la terminologie, la richesse, la variété des mots connus par l'enfant doit augmenter au fur et à mesure que son âge, parce qu'il va être exposé à des problèmes. Je ne dis pas Mbanza à un enfant de 5 ans, non, parce qu'il n'en a pas besoin. Par contre, je peux lui dire, Tanguy Fouene, faut te dire, il est temps de manger. D'accord? L'enfant, ça l'intéresse de lui dire de manger, de lui dire d'aller jouer à cet âge, à 5 ans, et tout ça. Mais un enfant qui a déjà 18 ans, 20 ans, il est entré dans les problèmes des adultes. Donc, à cet âge-là, à 12 ans, sur chaque série de 7 ans, de 0 à 7 ans, on apprend à l'enfant à faire ceci. De 7 ans, 13 ans ou 14 ans, l'enfant apprend ceci. Les 12 ans, 12, 13 ans ou 14 ans, à 18 ans, l'enfant, donc à 21 ans environ. Et donc, ça te donne un adulte chez nous, parce que quand tu dis ça, pourquoi la majorité a 18 ans ici, l'enfant, il ne sait pas. Mais les 18 ans, chez nous, correspond au nombre d'années pendant lesquelles tu étais en charge des aînés de la communauté. Pendant lesquels les aînés de la communauté t'apprennent les choses du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'après le secondaire, on te dit, il est entré à l'université. Entrer à l'université, c'est aller apprendre l'univers. Mais l'enfant de chez nous, à 12 ans, entre 12 ans et 18 ans, il connaît déjà l'univers à la maison, enfin dans la communauté. L'enfant appartient à ses parents lorsque la femme est enceinte. Mais depuis la naissance, l'enfant appartient à la communauté. Donc, aujourd'hui, nous avons des graves problèmes pour gérer nos pays, mais non, parce que beaucoup de gens dans nos pays ne sont pas éduqués. Excusez-moi le terme, ça va choquer. Mais je prends un autre terme que j'avais déjà utilisé, par exemple. Je parlais de longo. Longo, ça veut dire les mariages. D'accord? Mais sur cette base, si j'ajoute la consonne, les vents, donc ça change les mots, ça donne longo. Ça veut dire sacré. Et si tu réfléchis en africain, donc le mariage est un lieu sacré. Maintenant, tu ajoutes à ce seul mot, tu lui ajoutes un préfixe qui, comme on voit dans le Kikongo. Ça veut dire Kilongo. Ça te donne la spiritualité. Ça dit, Kilongo, généralement, c'est le lieu où vous partez faire les rituels. Parce que c'est pas nous n'avons pas les religions, nous avons la spiritualité, mais là où nous rencontrons pour invoquer nos ancêtres.
voyez, avec ce moment. Mais je prends sur le même champ sémantique, les longues, je dis longa, ça veut dire ce qu'ils sont en train de faire, enseigner. Et les longues aussi veut dire l'assiette. Donc, il y a... Vous voyez les liens que dans la maison, on mange. Donc, c'est une grande assiette qui permet à tout le monde de pouvoir manger. Bien sûr. Et donc, l'harmonie vient de ce que vous mangez dans la même assiette. Et dans les mêmes termes, dans la même série, vous dites longhi, c'est-à-dire une leçon, un enseignement. Voilà un peu tous ces cadres conceptuels. Hein? Lorsqu'on se trouve devant dans la société dans laquelle nous vivons et qu'on reprend tous ces mots-là, on se dit il y a quelque chose qui se passe. Et il faut rentrer à l'intérieur. Il faut creuser. Regardez, mais pourquoi? Et donc aujourd'hui, par exemple, le mariage n'est pas sacré. Je dis, je suis parti me marier à l'église. Mais tu dis pourquoi? Il dit non, parce que c'est Jésus qui a demandé tout ça. Je dis non, Jésus n'a pas demandé. Il dit c'est Jésus, non. Historiquement, les mariages qu'on fait à l'église n'ont commencé à quel moment? Au XIIe siècle. Professeur. Tu vois? Non, non, enfin, parce qu'aujourd'hui, notre travail, il faut toujours que on regarde ce que les gens se représentent, ce que les gens savent aujourd'hui. Par exemple, les gens, on se marie à la mairie, les gens ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est après la Révolution française. Comme ce sont tous les Blancs, les Occidentaux, ceux qui sont partis en Amérique, c'est les gens venus d'Europe. Ceux qui sont au Brésil, c'est les gens venus d'Europe. Ceux qui sont en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est les gens venus ici. Donc, cette coutume se répand partout parce que lorsque on refuse les mariages à l'église, hein, parce qu'on a séparé l'église et l'État, la politique, on est obligé d'aller se marier à la mairie. À la mairie. Comme c'est la mairie qui fait l'État, maintenant, c'est les papiers donnés par l'État civil qui fait autorité. Voilà, toutes ça sont des questions qui retombent sur nous. Parce que nous, maintenant aussi, on se marie à la mairie, on se marie à l'église, tout ça. Lorsqu'un jeune va se marier, un jeune noir, déjà le temps qu'on met hein, pour aller parler à maman, que la maman accepte, et après, on va aller parler à ses parents, et après avoir parlé, commence maintenant, les soucis commencent. Parce que les familles vont se voir, il y a une occasion, ils vont se voir. Avant, nous, lorsqu'on donne rendez-vous, un homme, tu ne peux pas aller demander la main d'une femme. Aller chez ses parents, ou bien vous êtes vous deux, vous dites Nathalie ou Antoinette, tu te mets à genoux, tu lui demandes. Nous, ça ne peut pas passer. Ça ne sert à rien. Bon, faites ça entre vous. Mais ne viennent pas. Ça n'aura aucune valeur. Ne viennent même pas nous en parler. Dire comme ça maintenant, oh maman, tu sais, Paul a demandé ma main. Donc, non, je voudrais seulement te montrer que je ne dis pas que leur système n'est pas bon, que le nôtre est bon. Non, je suis en train de dire que les gens doivent comprendre ce qu'un monsieur d'ailleurs appelle les chocs de culture. Son livre, c'est celui-là. Oui. Vous voyez, bon. Samuel Huntington. Bon. Donc, nous sommes dans une situation de choc de culture. Parce que c'est nous venons, je ne peux pas appeler, parce qu'il y a des gens qui ont parlé du désir d'Europe. Mais lorsqu'on est colonisé, hein, on entre dans la culture de la colonie, enfin du colonisateur. Et donc c'est nous qui venons vers la culture occidentale. Donc nous devons savoir comment elle fonctionne. Et puis lorsque quelqu'un te dit que ce qu'il y a chez vous n'est pas bon,
que tu dois savoir pourquoi c'est pas bon. Mm, mm, Mais il ne faut pas que ce soit seulement comme ça, voir que c'est bon. Donc, ce que j'appelle, d'ailleurs, dans un petit ouvrage, mm, les malentendus sur la culture africaine. Ce sont des malentendus. mm. Et donc, parfois même, sans venir en Europe, nous avons des malentendus chez nous. Je discute avec beaucoup de nos frères qui disent que moi, je suis de telle région, c'est ma langue, ceci et tout ça. Ils écrivent que sur ça. J'ai dit, c'est une faute. Ils s'approprient la langue. Par exemple, quand on dit les Bakongo, Mm, les gens pensent que les Bakongo, c'est les gens qui sont et tout ça. Et même la blague du Congo central. mm, Mais le centre ne peut pas être l'extrême sud, hein, l'ouest, l'extrême ouest du Congo, mm. dans le Congo central. Et il y a les gens avec les cravates et tout ça qui passent. Qui acceptent, Je l'ai redit plusieurs fois, non. Mm. Le centre du Congo se trouve au niveau des lojas. Le centre, ça ne peut pas être dans l'extrême gauche ou l'extrême nord ou l'extrême sud. Et tout ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes anthropologiques. Mm, mm, mm. Les termes Congo, Congo, vous avez dit les Congolais en français. Mm. Avec le bas devant. Mais bien sûr, avec les bas Mm. ou les A. Hein, quand tu dis à Congo aussi, ça veut dire tout ça. Mm, mm. Bon, mais je voudrais dire que ça ne veut pas dire les habitants, hein, de l'ouest de la RDC. Non. Ça ne situe pas dans un Non. point géographique. Non, Mm. non, parce que la capitale du royaume, le Congo, se trouvait en Angola. Mm. Bon, les gens aussi, tu la trouves aussi en Angola, les gens te disent Ouba Congo et tout cela. Mais j'ai dit, mais alors, il y a eu en 2013 un congrès, premier congrès mondial Mm. des originaires du royaume Congo, Les originaires. du royaume Congo. Mm. Et c'est moi qui l'avais présidé. Donc, parmi les questions, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, bon, nous devons, et ça, c'est des questions qu'on a posées, bon, malheureusement, il n'y a pas eu la suite. Un des initiateurs est décédé, il nous a quittés l'année dernière. Bon, mais ce qui importe, c'est de savoir où se situent les frontières du Congo. C'est le grand problème que nous devons discuter. Par exemple, aujourd'hui c'est le 26, non? Oui. Bon, alors, c'est aujourd'hui, Mm. ça correspond au jour où la conférence qui a eu lieu à Berlin Mm. s'était terminée. Donc, Dans 3 ans, ça fera 200 ans. Hein, enfin, non, 80, 90, bon. En tout cas, ça va faire 150, quelque chose comme ça. Bon, en 2085, ça fera 100 ans. mm. Bon, mais pour dire que c'était un 26 février que cette conférence s'était terminée, qui avait commencé un 15 novembre 1884, qui s'est terminée aujourd'hui, un 26 février 1885. Mm. Bon, mais ce qui est frappant, ça aussi, il faut qu'on discute ça un jour. Lorsque on fait une conférence internationale a toujours un thème. Mm. D'accord? Mais on nous dit conférence de Berlin dans tous les livres. Oui, tout ça. J'ai dit non. Nous sommes partis dans un groupe. Mm. C'était exactement le 18 octobre 2018. Nous sommes partis à Berlin, au Bundestag. Après, nous sommes partis à l'endroit où cette conférence était passée. La conférence dite de Berlin. Oui. Mais cette conférence, en fait, c'est Congo Conférence. Mm. Tu vois les implications, ce que ça veut dire. Que les Congolais découvrent que la conférence qu'il y a eu à Berlin avait pour thème Congo Conférence. Mm. Donc, c'est Parce pas la qu'ils disent- conférence de Berlin, Non! mais la conférence du Congo. Conférence du Congo. Mm. Congo Conférence. Donc, ce qui est plutôt logique, parce que s'ils sont déjà à Berlin, pourquoi est-ce qu'ils vont faire une conférence de Berlin? Le Berlin. Mhm. Ça n'a pas de Donc, sens. Mais quand tu vois que toute l'intelligentsia Mm. n'est même pas conscient, ne s'occupe même pas à savoir. Et je vais vous confier quelque chose.
qui m'a vraiment surpris. Mm. Pendant qu'on est là, on est en train de parler, il y a quelqu'un qui passe, qui nous regarde un peu avec étonnement, et puis a entendu, puis il parle là. Il dit, mais Boyeko Salanina, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je dis, mais toi tu es qui? Il dit, non, j'habite ici dans ce quartier. Mm. Oh! Et donc, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ce quartier? Il dit non. Donc, on les ramène à la plaque qui est là. Donc, pour dire que le fait même de se déplacer, de vivre en Europe, ne veut pas dire qu'on connaît l'Europe. Ça, oui. On est là, comme les animaux, on vient là, on est là, on mange, on boit, et on se réjouit. C'est tout. Mais on ne se pose pas les questions sur le pourquoi on est là. Pourquoi? Par exemple, les Européens sont venus chez nous, ils n'ont pas demandé de visa, ils n'ont pas eu les cartes de séjour. Et brusquement, eux, un jour, ils prennent l'idée et tout ça. De mettre les visas, les cartes de séjour. Les cartes de séjour. Mais ce que vous dites aussi, c'est... Par exemple, aujourd'hui, tout le monde, premier sujet politique de l'immigration. Par rapport aux élections qui se passent. Oui. Cette nuit, j'ai pensé à une chose. Et il y a la guerre en Ukraine. Des milliers, peut-être demain, des millions d'Ukrainiens vont quitter tout ça, vont venir dans l'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce que la problématique de l'immigration va continuer? Parce que jamais les Africains ne peuvent venir en millions. Hein? Ils ne viennent jamais en millions. Bon, donc les problèmes, il va se poser. Bon, ça ne nous regarde pas. Hein? Bref, seulement, je mets tout ça pour montrer que il faut, pour être intelligent, il faut que nous ayons l'intelligence du monde, ce qu'on appelle la conscience historique. Mais Cheikh Anta Diop avait parlé d'une sagesse, moi j'appelle ça. Il parlait que les Africains doivent accéder à la connaissance directe. Donc je dis que quelqu'un qui ne parle pas une seule langue maternelle africaine, il peut venir en Afrique, faire des recherches sur les forêts, sur les animaux, sur tout ça, mais pas sur les hommes. Parce que personne n'entre dans la tête de quelqu'un. Donc il ne peut pas, sans connaître nos concepts, expliquer les phénomènes sociaux africains. Il ne peut pas. Surtout philosopher. Je me suis rappelé, je parlais ça à des jeunes, des étudiants récemment. J'ai dit, vous savez, je suis parti à une conférence. Et on a appelé quelqu'un qui est venu de l'étranger, qui est venu en France pour faire une conférence sur la sorcellerie en Afrique. Alors, je demande au professeur qui l'a invité, comment avez-vous fait pour choisir tout cela? Parce que le professeur, c'était un Allemand. Je lui dis, mais comment lui? Il dit non, il est parti, il a fait le travail de terrain. Bon, le monsieur lui-même, il a fait sa thèse, préparé son DEA ou sa thèse, il était en Afrique. Je lui dis, bon, mais vous, quelle langue vous parlez? Quelle langue vous maîtrisez? Enfin, parler et maîtriser, c'est pas quoi. Quelle langue vous parlez et vous maîtrisez? Africaine. Il dit, ok. Bon, vous avez fait combien d'années en Afrique? 4 ans. Je dis, en 4 ans, il est impossible. Je dis, moi-même, j'ai appris à lire, à écrire en Kikongo. Mais lorsque il y a une réunion des anciens, quand j'étais au pays, que je n'ai pas assisté à la réunion des anciens, on mettait, donc on affectait une dame, hein, une grand-mère ou un grand-père pour me dire ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils ont des terminologies, ils ont des tournures, des tournures de phrases que je ne peux pas saisir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple, non? Sur la poêle dans la main. Il dit que la poêle le pousse. Si la vieille et les vieux ne m'avaient pas expliqué, je n'aurais pas compris. Mais c'est quoi le secret même de cette histoire-là de poêle dans la main?
Je vais te prendre, simplifier la chose. En fait, le secret, c'est que lorsqu'il y a théorème, l'impossible n'est pas possible. L'impossible n'est pas possible. Oui, ça reste logique. Là, jusqu'à présent, ça pousse pas. Le théorème est une logique. On ne discute pas la logique. Par exemple, c'est une ampoule qui nous donne la lumière. Donc, je ne peux pas dire que la lumière que je vois là n'est pas une lumière. Donc, c'est quelque chose de fini, de arrêté, C'est indiscutable. arrêté, c'est à discuter. Bon, c'est même perdre son temps d'aller discuter ça. Si vous voyez les poils sous la paume des mains de quelqu'un, c'est qu'il a un cancer. Ça peut pas en être autrement, quoi. C'est une anormalité. Vous voyez? C'est comme ça que les ancêtres pensaient. Alors, vous voyez que il y a un continuum entre la pensée, la parole et l'action. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ils vous promettent chez nous, vous voyez, cours là et tout ça. Moi, je veux faire ceci. Bon, on fait des promesses. Mais ces promesses n'étant pas sincères, puisque la politique maintenant, c'est l'art de mentir. Donc, il n'y a pas de continuité entre ce que la personne pense réellement, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est déjà un défaut, parce que normalement, si on leur met au pouvoir, c'est pour pouvoir satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire, si moi, par Tu l'as exemple... bien dit, c'est pas un lapsus. Si moi, par exemple, je dois enseigner, on va prendre l'exemple, j'enseigne la conduite. Oui. Donc, j'attends, mes élèves, ils attendent que quand ils finissent d'apprendre chez moi, qu'ils puissent savoir conduire une voiture, Oui. qu'ils puissent avoir le permis. Oui. C'est-à-dire que si, au terme, ils savent pas conduire, qu'ils n'ont pas le permis, c'est que j'ai pas accompli, entre guillemets, ce qu'on attend de moi. Ah ouais. Donc, ça veut dire que les politiques aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que quand ils sont élus, qu'on attend qu'il y ait une amélioration dans la population, qu'il y a moins de famine, qu'il y a plus de travail, si on voit que à ce moment-là, il n'y a rien qui est fait ou qui n'avance pas, c'est qu'ils ont mal fait leur travail. Bon. Déjà, il faut comprendre que nous avons des grands problèmes comme le chômage aujourd'hui. Ah, bon, il a eu son diplôme, il ne trouve pas de travail. J'étais à Kinshasa justement en période de conférence nationale. Alors, j'ai posé la question, toi, tu cherches du travail? Oui. Tu es sûr que tu cherches du travail? Il dit, mais où est-ce que tu l'as fait tomber? Ça veut dire, mon Bouta, mais il ne faut pas prendre des choses comme ça. Non, mais je dis, mais oui, si tu les cherches, c'est que tu l'as mis quelque part. Oh, je dis non, bon, en fait, ce n'est pas pour mon beaucoup de toi. C'est pour te dire que il faut un système qui correspond à la mentalité des gens pour pouvoir trouver du travail. Par exemple, nos ancêtres n'avaient pas de problème de chômage. Pourquoi? Parce que quand je finis, je rentre dans ma région, dans ma communauté, l'environnement de la communauté. Il y a la terre. Donc, quand les auteurs marxistes parlent du capital, quand on parle de la richesse, c'est d'abord la possession de la terre. D'accord? La terre, donc le sol et ses ressources. C'est du concret. Donc les ressources de la terre et du sous-sol vont faire le toit que tu n'es pas au chômage. J'avais un professeur que j'aimais beaucoup, puis on causait. Et il travaillait beaucoup en anthropologie économique. Je lui dis que non, ça ne peut pas passer. Nous, il n'y avait pas de pauvres. Il me dit, mais tu es le plus naïf des étudiants. Alors, je rêvais vers lui, je dis, bon, est-ce que vous avez une carte bleue? Il me dit oui. Quand vous allez, vous mettez votre carte bleue, l'argent sort? Oui. Avez-vous déjà eu une causerie avec la machine qui sort l'argent? Il dit non.
Il dit, où est-ce que tu veux en venir? J'ai dit, vous savez, chez nous, les gens étaient dans les villages. Ils ne payaient pas l'eau. D'accord? La nuit, ils ont besoin de la nuit, parce que si vous mettez de la lumière partout, il y a des animaux qui sont des animaux nocturnes. Ils n'ont plus de vie. Parce que la journée, ils dorment. S'ils commencent à dormir la nuit aussi, ils ne vont pas se multiplier. Et donc, vous créez un problème de déséquilibre biologique, de déséquilibre biologique et écologique, très grave. Donc, la nuit, nous, on dort pour que ceux qui ont droit de faire du bruit, c'est la même chose même quand on passe devant un cimetière, on ne parle pas. Quand on entre dans la forêt, on ne parle pas. Oui, il y a les gens qui vivent là-bas, c'est à eux de parler. Donc nous sommes partis, pas dans un environnement hostile, mais dans l'environnement d'autrui. Et donc je lui dis, prof, quelqu'un qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas l'électricité, qui ne paye pas à manger, qui ne paye pas les transports, et tout ça. Et toi qui pars chercher l'argent, je dis, à la fin du mois, tu as toujours besoin d'avoir un crédit. Je dis, quelqu'un qui n'a pas le crédit, qui n'a rien à payer à quelqu'un, est-ce qu'il est pauvre? Il m'a regardé et dit, en tout cas, franchement, cette question, je ne l'ai jamais abordée. J'ai dit, mais oui, mais parce que vous ne connaissez pas notre société. C'est-à-dire, quand tu prends, il y a un monsieur que Lucien Bokolo cite dans son livre en 85, qui s'appelait Antoine Zanton, quelque chose comme ça, qui disait que l'Afrique est un prolongement de l'Europe. J'ai dit non, ça doit être le contraire. D'accord? Si vous enseignez l'enfant africain comme un Européen, il doit rester ici. Il ne doit pas rentrer en Afrique. Enfin, il n'éprouve même pas l'envie de rentrer en Afrique, parce que qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Je reprends un auteur que j'aime beaucoup, français, qui est spécialisé dans les problèmes de la pauvreté, Serge Latouche. Serge Latouche disait, l'animal vit de nourriture, l'homme vit de symboles. Vous comprenez? J'aimerais bien que vous développiez un peu. Je reprends encore. Si je montre à quelqu'un, j'ai même mon insigne Ankh, par exemple. C'est un symbole. C'est un symbole, oui. D'accord? Je dis à un professeur, je ne vais pas le citer ici, peut-être que ça ne le ferait pas tout ça. Il était au Congo pendant les élections. Et il montrait tout ça, il y avait un tableau où il y avait une vache en train de paître et tout ça. Je dis, professeur, est-ce que cette vache-là, c'est que l'image qui est là, c'est son image? Il dit non. Il est parti au Congo, il a observé que dans tout ça, la vache arrive là, n'est même pas intéressée à l'image de la vache qui est sous les panneaux, et elle continue à brouter. Donc c'est déjà une différence entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire qu'on raisonne, on voit, on est dans la subtilité, au lieu de nous contenter de ce qui est brut, de ce qui est vraiment animal, quoi. Donc, il y a un principe conducteur chez les vivants. C'est le principe de l'utilité. Mais chez les Africains, on ajoute un deuxième principe. L'utilité et l'unité. Et c'est ce concept-là qui nous manque. Les gens disent toujours l'union fait la force. Mais au contraire, ils ne font aucun effort pour être. Pourquoi? Parce que lorsque nous, dans la tradition, on dit Kintwali, ça veut dire l'unité fait les progrès. Ce n'est pas l'unité fait la force. La force de quoi? Tu comprends? Donc l'objectif de s'unir et de s'épanouir, de progresser. Pas d'être fort
Pourquoi être fort? Vous voyez, donc il n'y a pas inutilité d'être fort. Par contre, il y a inutilité de s'épanouir. Donc, si on voit les choses comme ça, c'est un peu triste pour l'Afrique parce que ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, voilà un peu toute une série de questions qu'on se pose, en fait, qu'on ne se pose pas. Or, les ancêtres disent aussi, il y a un autre principe qui dit Naza ya yuvula zeye bakamvutu. Engyuvula yambote, yemvutu yambote. Si tu sais questionner, tu sais trouver la réponse. Or, là, ils te disent, il ne s'agit pas de n'importe quelle question et n'importe quelle réponse. Il dit, lorsque tu poses une bonne question, hein, tu obtiens une bonne réponse. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Les jeunes là qui avaient chanté Nini Tossalité. Et effectivement, c'est cette question d'ailleurs que mon maître, Théophile Benga, pose souvent. On nous a dit, si vous faites des élections, tout se passera bien, on a fait les élections. On vous a dit, si vous aimez la démocratie, tout va se passer bien, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat démocratique. Bon, de temps en temps, il y a maintenant des télévisions qui commencent à réunir les gens, tel et tel, pour venir discuter. Mais non, j'ai dit, vous faites un congrès, vous réfléchissez sur comment sortir de nos problèmes. Et ça, c'est un débat, mais démocratiquement, chacun viendra donner une opinion. D'accord? Puis on choisit l'opinion qui nous est favorable. En 2010, j'ai organisé un colloque international sur le sous-développement. Pas sur le développement, sur le sous-développement. Il y a un professeur d'anthropologie qui enseigne au Congo, qui va maintenant à la retraite, qui me dit, ah, Mbouta, mais je ne comprends pas, toi, tu as toujours l'esprit tordu. Dis-moi comment, ici, moi, mon travail, je parlais du problème du développement, et toi, tu organises pour moi un colloque sur le sous-développement. Je dis oui. Parce que nous ne sommes concernés ni par le développement, ni par le sous-développement. Par contre, ce que nous avons besoin d'étudier, nous, anthropologues africains, ce n'est pas le développement, c'est le sous-développement. Puisque le développement, c'est la réponse au sous-développement. D'accord? Je lui dis aussi que nos autorités ne sont pas, le peuple africain n'est pas responsable du sous-développement. C'est le président Harry Truman qui avait dit qu'il faut parler du développement en 1945 et en 1949 surtout, que c'est devenu vraiment important, a observé que notre peuple était un peuple dont les Africains étaient démunis. Mais j'ai dit, en 1945, nous faisions partie de la Belgique, du Portugal, de la France, de l'Espagne et tout cela. D'accord? Donc on ne peut pas être, on n'est pas responsable de tout ça, du sous-développement. Donc on ne peut pas être responsable, redevable, ou quoi. Enfin, on ne peut pas se lancer dans le développement sans comprendre ce que c'est le sous-développement. Il y a eu entre 1600 et avant la conférence, la Congo conférence donc, du coup, il faut de Berlin, avant Congo conférence, on a détruit 100 grandes villes africaines. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte qu'on avait les... Allez, regardez, une ville de province comme Luango, au Congo, bon, la prochaine fois, je vais vous envoyer des images. Il y avait des routes, et les premiers témoins qui arrivent disent non, pas possible. Ils ont trouvé les pays industriels. Hein? Les livres de Georges Balandier, dont le titre est
la vie quotidienne au Royaume-le-Congo. Il trouve les routes, les avenues bordées d'arbres, les gens habillés en soie. Hein? Et il dit qu'ils sont industriés jusqu'aux dents, développés jusqu'aux dents. Nous sommes aussi, à cette époque-là. Ça, c'est entre 1600 et 1800. Ils ont fait... Je vais te prendre l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes imbus des notions de péché. Dans les choses normales sont devenues des péchés. Dans ces recommandations que Léopold a fait, des recommandations aux missionnaires en partance au Congo. Et il dit évangéliser les Noirs jusqu'aux eaux. Et puis il explique que bon, il faut chercher ça lire vous-même parce que si moi je le dis, on va dire ah, ce papa-là nous montre le mauvais chemin. Non, mais développer quand même, de toute façon, l'émission, c'est place à la réflexion. Ça va faire cogiter d'autres personnes en même temps. Il dit évangéliser les Noirs jusqu'aux eaux. Demandez-leur de faire tout ce que vous voulez. Même, par exemple, les dîmes que les pasteurs prennent. Mais il dit, prenez leur, il appelle ça impôt. Un impôt tous les dimanches. Et cet argent va être utilisé pour développer un centre commercial. Les impôts continuent, hein. Bon, mais aujourd'hui, on te dit, il y a quelqu'un qui a fait une publicité, soit disant que Dieu a besoin de votre argent. Donc, vous partez donner votre argent au pasteur, soit disant que c'est au service de Dieu. Mais Dieu n'a pas. Mais où vous déposez l'argent que vous donnez? Bon, quand je te parlais des symboles, les dimanches, quand tu sors, tu vois quelqu'un qui dit ah, celui-là c'est un guimandiste. Comment tu le sais? Par son accoutrement. Voilà, le symbole. C'est pas un accoutrement, c'est un habillement. Il faut une tenue. C'est-à-dire que la culture est exactement un symbole. C'est un code. Il y a plus de 20 ans, j'avais fait un travail pour l'université et j'ai défini trois, en tout cas redéfini, à mon sens. 3 axes. J'ai estimé qu'il y a beaucoup de mots que nous utilisons qui sont mal utilisés. Et il faut amener les Africains à les comprendre. Sinon, là aussi, nous tournons en rond. Première question. Si on dit qu'il y a entre la modernité et la tradition, je dis non. Les pays les plus traditionnalistes au monde, ce sont les pays européens, occidentaux, même asiatiques. Les pays développés sont les pays les plus traditionnalistes. D'ailleurs, vous allez à Londres, en Angleterre, vous avez un parti conservateur. Il n'y a pas de parti conservateur en Afrique. Les gens comme le Mobutu qui ont voulu les faire ou les sécuriser, ils sont considérés comme des dictateurs. En fait, les partis là, c'était les partis conservateurs. C'est les partis qui ont voulu restaurer les passés africains. C'est les partis nationalistes qui ont voulu restaurer les passés africains. Et tous qui ont fait ce travail-là sont considérés comme des dictateurs. On ne les a pas laissés les temps et beaucoup ont été tués entre-temps. C'est que je voudrais te dire que il y a des grands problèmes de chômage, de pauvreté, de tout ça. Voilà ce que tout ça. Mon neveu vient d'avoir un master en économie et finance. Alors je lui pose la question, dans votre promotion, qui a fait un mémoire sur les Kwanga ou sur les Bénis? Il dit, hé, oncle, les Bénis, oui. Qui va s'intéresser à ça? C'est ce qui s'est posé alors qu'il y a oui, il me dit, mais oncle, mais vraiment toi aussi. Un mémoire sur la Chikwang? Je dis oui. Je dis, si tu fais de l'économie, tu ne peux pas étudier les marchés automobiles
Alors que dans les pays, on ne fabrique même pas l'aiguille. C'est pas logique. Mais tu manges les chikwang, tu manges les beignets, l'économie. J'avais publié un article de référence dont le titre est l'économie informelle n'existe pas. Parce que tout ce que nos mamans font là, et tout ça, on dit que c'est informel, donc c'est que ça va. J'ai dit non. Les formels ne peuvent pas venir de l'extérieur. Les modèles économiques doivent être endogènes pour que demain, si vous avez un modèle économique endogène, c'est lui-là qui va faire que vous avez des métiers qui correspondent à des besoins, et ces besoins-là, c'est ça qui va donner du travail. Je prends quelqu'un qui a fait des études de littérature. L'anglais, l'espagnol, ceci, bon. Ok, il rentre au pays. Bon. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit chômeur? D'accord? Parce qu'il n'est pas, il a étudié des choses pour rien au final. Dans cette étape historique, dans l'étape historique dans laquelle nous nous trouvons, à quoi ça sert à quelqu'un d'aller faire, enfin, quelqu'un qui veut tout de suite, parce que ceux qui font des études, qui courent les diplômes, c'est pour les venir employés ou salariés. D'accord? Nous, lorsqu'on nous donne une grande capacité dans la tradition, c'est parce que tu vas travailler pour la communauté. Donc, il y a pas la notion de chômage n'existe pas logiquement chez nos ancêtres. Ils ne peuvent pas comprendre que toi, nous on allait à l'école, par exemple. On est allé à l'école, on allait le matin à l'école. D'accord? Une fois qu'on finit l'après-midi, on avait le temps, un moment parfois, on joue entre nous, on joue au football, tout c'est fini. Bon. Mais nos jouets, c'est nous qui créons nos jouets. D'accord? Il y a une sociologie de tout ça. Nous créons tous nos jouets nous-mêmes. Et après, on nous amène au champ. Nous apprenons à sarcler, à s'aimer, à récolter. Nous apprenons ça. Et puis à conserver et tout ça. La nourriture. Nous apprenons à chasser. Et les vieux, par exemple, quand vous allez en forêt, il s'arrête un moment, il dit, est-ce que quelqu'un sent une odeur? Bon. Comme on est inconscient, on ne sent pas. Il dit, voilà, l'endroit où nous sommes, il y a un serpent venimeux qui est à quelques mètres. Parce qu'il y a telle odeur. Donc vous devez savoir, sentir par l'odeur qu'il y a un serpent venimeux qui est là. Ou bien un gibier. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la lune, le soleil se lève là. Ça dit, vous êtes en train de marcher, on vous dit que faites attention, il y a un serpent qui va passer. Bon, mais le serpent, lui, il ne vous attend pas. Quand il est passé, il passe. On peut créer l'autre système social, l'autre mode d'organisation qui permettent de résoudre les problèmes. Mais quand vous créez, il y a des gens qui vont tirer le tapis sur eux. Mais parce que l'éducation est morte. La notion de communauté, vous voyez, a dit, celui-là, il a 50 voitures, hein, vous voyez, bon, j'ai dit, s'il a 50 voitures, il ne peut pas les avoir sans avoir volé. D'accord? Ça te surprend? Non, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. C'est si la personne ne fait pas ce dont on attend de lui, forcément. Bon, alors, parmi les choses dont on attend des moi, des moi, et des toi, et des médecins et tout ça, que chacun prenne sa responsabilité, accomplisse sa mission et prenne ses responsabilités. Parce que s'il y a des pauvres dans ma famille, que moi je suis riche, je les laisse dans la pauvreté, je suis responsable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse. On dit, ah, Massoum,
ils ont des péchés, c'est Dieu qui veut comme ça. On se débarrasse. Après, oui, bon. Merci beaucoup, professeur, parce que là, on a une temporalité qui nous suit également. Ouais. Donc, on a beaucoup développé. Ouais. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Comme on avait dit, Dieu ma mère, je ne suis pas encore rentré concrètement dedans. J'espère que à l'occasion, on pourra rentrer plus en profondeur. Au niveau sociologie, il y a tellement de choses qu'on doit faire, qui doivent être faites. Si ça passe aussi à travers l'apport de la jeunesse pour aller dans le sens, ben, ça sera également une bonne chose à faire, toujours dans le but de l'intérêt commun et dans l'unité et surtout dans le besoin de la communauté. Moi, j'ai parlé dans toutes ces choses-là, j'ai commencé à dire comprendre le Congo, c'est comprendre l'Afrique et c'est comprendre le monde. Mais il faut répartir au Congo. Hein? Professeur Charles Gomez a l'habitude de dire l'Afrique est le paradis, mais le Congo est le jardin d'Éden. Donc essayons de faire en sorte que ce jardin d'Éden reste actif et productif pour toute la communauté. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. J'espère que les téléspectateurs, vous avez pu profiter de l'eau qui a été versée aujourd'hui devant vous. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que le professeur pourra une nouvelle fois nous accueillir. Et comme à l'accoutumée, le dernier mot, je le laisse au professeur si jamais il doit rajouter des éléments et pourquoi pas vous saluer. Non, ce que je voudrais vous dire, moi je souhaite que beaucoup des médias, en tout cas beaucoup de jeunes médias, hein, viennent travailler avec nous. Bon, parce que nous avons à éduquer notre peuple. Éduquer, c'est les premières personnes à éduquer, ce sont les mamans. Nous devons avoir des mamans parce que c'est elles qui sont les relais pour éduquer les enfants. Et donc nous avons d'ailleurs un des sujets, c'est la mère qui sauve l'humanité. Je pense que le travail à faire, l'éducation doit commencer à la maison. Je ne dis pas qu'il faut fermer les écoles, faire ça. Non. Chaque maison doit être une école maternelle, une école primaire, une école secondaire, une université. Chaque maison. Parce qu'on doit produire des connaissances. Chaque maison, les gens doivent se poser des questions. Mais pourquoi nous, on ne mange pas bien? Pourquoi on dort dans une maison en tôle et en train de sointer? Pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi. Mais il faut réintégrer la question de la communauté. C'est-à-dire, plus nous sommes unis, plus nous allons progresser. Donc, Kintoa dit, l'unité ne fait pas la force. La force est inutile. S'unir, c'est inutile. Mais s'unir dans la perspective de l'épanouissement social de la communauté, oui, ça vaut la peine. Et c'est ce que, donc jusque-là, nous pensons mal. Voilà, donc il faut une maîtrise intellectuelle de la crise africaine. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la crise. Tous ces problèmes-là, de ce qui nous manque, de tout ce qui est mal fait, et tout ça fait partie de la crise africaine. Nous devons étudier tous ces problèmes-là et aussi sur une chronologie longue. Parce que dans la chronologie courte, tout de suite on dit c'est la faute de nos chefs d'État, et tout. Moi j'ai dit non. Par contre, eux, ils sont responsables de la continuité, de l'ignorance, de la pauvreté et de la misère. C'est l'air tout ça. Mais ils ne sont pas à l'origine de ces problèmes-là. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.